Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence. Je remercie les invités, les organisateurs. Alors, la thématique d'aujourd'hui, le titre déjà est très vaste. Il est vaste comme l'avenir. Donc, c'est l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde. Cependant, il y a quand même un cadrage. C'est que nous avons la chance d'être parmi des intervenants qui sont de différents pays et surtout, bon, de différentes générations, comme M. Mbassi l'a indiqué, mais surtout de différentes disciplines. Et donc, je pense que ça serait un peu le point d'entrée que je voudrais vous proposer. Alors, tout d'abord, je vais présenter rapidement les intervenants. Ensuite, quelques mots sur cette thématique Afrique, avenir du monde, pour ne pas rester dans quelque chose de très nébuleux et pas très précis. Alors, à ma droite, Monsieur Mbassi, qui est donc le président de secrète. Ah, d'accord. Ah, il y a un président qui surveille de très près mes paroles de la CG élus. Donc, c'est l'organisation des élus, des communautés locales, des villes. Donc, un organisme en réalité très important, bien qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que très souvent, la démocratie, elle commence par le local et surtout dans des pays comme nos pays en Afrique qui sont en transition démocratique, qui ont encore du chemin à parcourir. Ensuite, Monsieur Jean-Pierre, pardon, Monsieur Badondoy du Sénégal est philosophe, épistémologue. Il est professeur à la faculté Anta Diop de Dakar. Et ensuite, Elvis Ntambua Mampuele du Congo et de France, qui sort un premier roman. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, l'honneur d'entreapercevoir le manuscrit. Je l'avais en partie lu il y a quelques mois. Alors donc, on a un écrivain, un philosophe et un expert des politiques publiques. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire de ce débat, c'est-à-dire dans un monde qui est, comme vous le savez, en pleine turbulence depuis quelques années, puisqu'il y a eu des brisures importantes. Il y a eu la pandémie, qui a été une expérience sociologique globale. Je pense que c'est la première fois où quasiment le monde entier vivait des expériences sociales similaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment pas aucun pays au monde aujourd'hui, quelle que soit la classe sociale, quel que soit l'âge, qui n'ait pas un souvenir de ce qu'a été soit le confinement, soit les vaccins, soit autre chose. Premier élément, c'est une sorte de guerre mondiale douce qui nous a tous affectés. Et puis ensuite, ce qui s'est passé après, donc les crises des démocraties occidentales, la guerre en Ukraine. Et donc tout d'un coup émerge ou réémerge cette idée, est-ce que ce continent, l'Afrique, qui est un peu oublié lors des grands partages du monde du XXe siècle, aussi bien les guerres mondiales que la guerre froide, on avait l'impression que c'était un peu, ils étaient toujours sur le banc de touche, les remplaçants de dernière minute. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre de cette Afrique, d'autant plus que l'élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, dans une humanité qui est quasiment toute en fin de transition démographique, le monde est en train de vieillir. L'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, est aujourd'hui la dernière partie du monde où il y a encore une jeunesse de plus en plus nombreuse. Alors que partout ailleurs dans le monde, hein, sauf quelques petits points, le monde est en train de vieillir. Et donc, qui dit jeunesse dit avenir. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre de l'Afrique? Et puis, il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas à moi d'en parler, c'est à nos intervenants. Alors, tout simplement, je donne la parole. Je vais peut-être commencer par le philosophe, Monsieur Badondoy, et ensuite peut-être le jeune écrivain, avant de passer la main. Et comme vous l'a dit Monsieur Mbassi, qui est un praticien des politiques publiques, les politiques doivent écouter avant de donner des... C'est ce qu'on n'a pas fait, c'est ça depuis... Donc on a le temps de rectifier. Ok, donc à Monsieur Badondoy. Ah, bonjour à tout le monde. Merci infiniment pour cette belle introduction qui me permet en fait d'entrer de plein pied dans la problématique telle que je l'ai abordée. Ayant été formé dans une discipline où l'on interroge plus que l'on ne donne des réponses, je m'en vais avec vous interroger cette affirmation selon laquelle l'Afrique est ou pourrait être l'avenir du monde.
Et je vais commencer par un titre d'un journal, The Economist, qui publiait en 2000 un dossier intitulé Africa, the Hopeless Continent. L'Afrique, le continent sans espoir. Et dans ce dossier, le journaliste reprenait en fait tous les vieux poncifs que l'on entend d'ordinaire en Occident sur l'Afrique, à savoir que ce continent était décidément rétif au progrès et au développement, puisque toutes les stratégies et toutes les solutions avaient été mises en œuvre pour le sortir de sa pauvreté, de la misère et des maladies, mais sans succès. Autrement dit, les Africains seraient condamnés à être pour toujours les parias de la modernité. Il faut dire que ce discours n'est pas nouveau. Depuis le XVIIIe siècle au moins, les esprits les plus éclairés d'Europe ont tenu sur l'Afrique les discours les plus fantaisistes, mêlant racisme et condescendance à propos de l'incapacité supposée des Africains à se sortir de leur misère. Mais en 2011, les choses ayant beaucoup changé sur le continent, le même journal, The Economist, prenait le contre-pied de cette thèse de l'afropessimisme en publiant un autre dossier intitulé cette fois-ci Africa Rising, c'est-à-dire l'Afrique en devenir, l'Afrique en progrès. Et dans ce dossier, il s'évertue à démontrer que dans la nouvelle configuration mondiale, l'Afrique présentait un meilleur visage et pouvait désormais apparaître non seulement comme ayant d'énormes possibilités de croissance, mais qu'elle était aussi d'une certaine manière le continent de l'avenir. Dès lors, c'est un nouvel imaginaire qui se met en place avec une toute autre rhétorique. Alors que le continent soit toujours pauvre, nul ne le conteste, du moins si l'on tient compte de certains standards en matière de développement. Mais il reste que c'est le continent qui affiche aujourd'hui les taux de croissance les plus élevés et qu'il a le mieux résisté, et ça on ne le dit pas assez, au choc qu'a constitué la pandémie du Covid-19, sans parler bien entendu de ses énormes ressources naturelles et de son dynamisme démographique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui pourrait être dans les décennies à venir un atout considérable. Mais il y a comme un paradoxe, et c'est là que je commence à m'interroger, un paradoxe dans cette nouvelle rhétorique de l'euphorie, pour reprendre une expression chère à mon ami Felwine Sarr. Un paradoxe puisque l'on ne sait pas unilatéral avec la manière dont nous négocions notre subsistance par le commerce que nous entretenons avec la nature. Les deux problématiques sont donc liées et il faudrait que nous apprenions désormais à penser ensemble la problématique de la crise écologique et celle de la gouvernance démocratique. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un ouvrage séminal publié par le regretté Michel Serres au milieu des années 90 liait les deux questions. Le livre en question a pour titre Le contrat naturel, et dans ce livre, Michel Serres montre que notre contrat social sera inéluctablement incomplet tant que nous ne l'aurons pas prolongé par un contrat avec la nature. Ce qui veut dire que les questions de gouvernance démocratique sont indissociablement liées à celles de la préservation de notre environnement. La question donc est la suivante: comment penser à nouveau frais la question de la démocratie en tenant compte des contraintes inévitables que nous impose l'urgence climatique? Or, lorsqu'on parle aujourd'hui de démocratie en Afrique, l'image d'Épinal qui revient le plus souvent est celle du continent perdu des droits de l'homme, où sévissent des régimes dictatoriaux et où la politique se résume à une succession de coups d'État. D'ailleurs, la vague de putsch militaire qui s'est abattue ces derniers temps sur notre sous-région ouest-africaine, je viens du Sénégal, je parle ici du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, nous en donne la preuve. Mais le plus inquiétant, c'est que des franges importantes de la jeunesse semblent désormais s'accommoder de ces régimes autoritaires et de leurs discours populistes, comme si une certaine lassitude avait définitivement éteint en eux
tout désir de liberté. Mais il faut dire que ce phénomène du recul démocratique n'est pas propre à l'Afrique. Dans les démocraties occidentales aussi, qui ont pourtant une tradition multiséculaire de régime démocratique, la montée en puissance des régimes autoritaires, xénophobes, racistes et ouvertement fascistes est tout aussi préoccupante. C'est dire qu'il n'y a pas de terre d'élection de la démocratie, autrement dit des peuples qui seraient naturellement voués à se gouverner démocratiquement et d'autres dont le destin serait de devoir vivre éternellement sous des régimes despotiques. C'est sans doute ce qui faisait dire à Jean-Jacques Rousseau, par exemple, au XVIIIe siècle, que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes, fin de citation. Et il entendait par là qu'il est dans l'essence plutôt de la démocratie, de ne jamais pouvoir s'épuiser dans aucune de ses réalisations historiques, lesquelles sont toujours en deçà de ce qu'exige la démocratie. Qu'elle soit donc toujours en crise est chose tout à fait normale, puisque l'idéal qui s'incarne en elle est une norme vers laquelle on peut tendre au plus près sans jamais pouvoir coïncider pleinement avec elle. Cela veut dire donc que, comme partout ailleurs, la démocratie en Afrique est en marche. Et comme partout ailleurs, elle est entravée par toutes sortes de pesanteurs. Mais au regard des mutations en cours sur le continent, avec l'émergence de sociétés civiles de plus en plus actives et une jeunesse de plus en plus exigeante avec ses dirigeants, il n'est pas déraisonnable de penser que les contours d'un nouveau cycle historique sont en train de se dessiner qui libérera l'énergie créatrice des peuples. Que l'exigence démocratique doit s'appuyer sur des principes universellement reconnus, nul ne le conteste. Mais qu'elles doivent aussi s'édifier sur un sol de valeurs spécifiquement propres à chaque culture est tout aussi évident. Et sous ce rapport, il me semble que les cultures africaines de la palabre sont un héritage que nous devrions réinventer aujourd'hui. Ce qui caractérise la logique de la palabre, c'est que les délibérations n'y sont jamais conçues comme un affrontement dans lequel il faut à tout prix avoir raison de l'adversaire. Il s'agit plutôt, dans ces sociétés communautaires, d'avoir raison ensemble. L'enjeu principal étant qu'au terme des discussions, les tenants du point de vue minoritaire ne seront jamais ostracisés, puisque c'est le groupe dans sa totalité qui aura trouvé une solution à ces problèmes. Il n'est pas question ici d'affirmer que ces sociétés ignorent les antagonismes sociaux, qui sont de toute façon consubstantiels à toute vie sociale, mais de dire que la logique de la palabre est une technologie sociale dont la finalité est de trouver des solutions pacifiques au conflit. Réinventer ces modes de gouvernance aujourd'hui, cela revient donc à articuler l'exigence démocratique à des traditions multiséculaires qui vont la nourrir et la porter, de sorte qu'elle ne sera plus perçue comme une pratique politique étrangère aux cultures africaines. Cette nécessaire endogénéisation de l'exigence d'universalité portée par la démocratie ne devrait évidemment pas se limiter à l'espace étatique, à l'espace étriqué des États, mais devrait pouvoir s'élargir à l'échelle du continent par une intégration des espaces politiques et économiques dans de grands ensembles géopolitiques, ainsi que les pères du panafricanisme en avaient fait le rêve. Gageons que si l'Afrique réussit ce pari, elle montrera aux autres peuples la voie à suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndoye. Donc, je passe la parole à Elvis. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici parmi vous. Je vais tenter tant bien que mal d'apporter ma petite pierre à l'édifice qui est cette pensée. Comme l'a annoncé le modérateur, M. Omar, le sujet est très vaste parce que l'Afrique est très vaste aussi. J'ai entendu beaucoup de questionnements du côté philosophique qui est juste là.
Et j'aimerais bien dire que j'ai commencé moi-même à penser à ces sujets par des questions. Ce qui veut dire que quelque part, j'ai fait un peu de philosophie. Et la première question que je me suis posée en ayant ces sujets, c'est que je me suis demandé, c'est quoi l'Afrique? C'est une question qui était aussi vaste, encore une fois. Et je commençais à penser à l'Afrique comme étant un lieu où résident les Africains. Entre-temps, dans ma tête, il y avait tout ce qui était idée coloniale qui disait l'Afrique c'était un gâteau qui a été partagé. Et au final, de mon point de vue plus ou moins artistique, je me suis posé certaines questions que j'ai pu nommer, que on va tenter tout bien que mal d'échanger, d'apporter tout un plus pour éclaircir un peu ces sujets. En parlant de l'Afrique comme étant l'avenir du monde, enfin l'avenir de demain où tout va se jouer, bien évidemment il y a un point de vue démographique parce que d'après l'INSEE et Kern, des articles que j'ai lus, il y aurait au moins un quart de la population mondiale qui sera en Afrique. Et la grande partie, ce sera la jeunesse. Et de ce pas, j'ai nommé la première richesse de l'Afrique avant même de penser au sous-sol, que ce soit le diamant, l'or, le cobalt, le pétrole et autres. J'ai nommé la jeunesse comme étant la première richesse de l'Afrique. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de tout un pays. Et si toute la jeunesse africaine, on se tient la main par la main, on est automatiquement l'avenir de tout un continent. Et si ce continent-là sera le continent qui sera le plus peuplé, alors on sera d'une manière ou d'une autre la jeunesse et le futur de ce monde de demain. Et en pensant à la jeunesse, j'ai pensé aussi au savoir-vivre et au savoir-faire. Il faut compter qu'en Afrique, on a autant de dialectes, on a pratiquement plus ou moins 3000 tribus. Et je me suis dit que ça doit être une force pour nous, pour bien avancer dans le futur, pour mettre tout ça en commun entre nous, le partager afin d'avancer. Et pour bien arriver à tout ça, il faut bien qu'on ait une politique interne à nous-mêmes. Commencer par changer certaines choses, casser avec tout ce qui est le colonialisme, comme il a dit tout à l'heure sur le mouvement de putsch au Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest, en commençant peut-être par adopter une monnaie personnelle interne en Afrique, que l'on pourrait utiliser nous-mêmes pour bien avancer dans tout ce qui est commerce interne. Et en parlant de commerce interne, je pense bien à l'import-export. L'Afrique peut tout développer, le sol est fertile, on peut tout faire chez nous. Je me suis dit, si on le fait nous-mêmes, on plante, on construit, on distribue nous-mêmes, ça fait de nous déjà une grande force pour demain, pour ne pas commencer par regarder l'extérieur, pour ne pas importer un produit de l'extérieur qu'on peut produire nous-mêmes. Et ça me fait penser aux atouts qui est la jeunesse et, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces divorces qui est avec l'Occident. De cette table ou de cette conférence, je suis le plus jeune et je parle en ma vision de plus jeune et des gens que je côtoie au quotidien qui sont jeunes. Et quand je pensais à ces sujets, je me suis dit, il faudrait que j'ai une parole qui me revient souvent des amis sénégalais qui me disaient que eux, en voyant l'Afrique de demain, ils pensent au divorce. Le divorce de l'Occident et de l'Afrique. Parce que c'est vrai que dans leur façon de parler, ils m'ont vite fait comprendre que quand on parle de l'Afrique, on a toujours une présence paternelle qui est absente, qu'on voit pas, mais qu'on sait qu'il existe, qui est l'Occident, qui est l'Europe et les colonisateurs. Ils m'ont dit qu'il faut commencer par briser ce lien-là. Et ce lien-là ne commence que si chacun de nous commence par se regarder vers chez soi et de rentrer, pour commencer par investir par chez nous-mêmes afin de gagner ce terrain qui est le futur de demain. Et si on est nombreux, on est jeunes, on est fort à rentrer et investir chez nous, il n'y a que comme ça qu'on va gagner cette bataille qui est le divorce avec l'Occident. Et pour m'arrêter là pour cette première introduction, j'aimerais revenir sur l'art comme moteur de développement après la Covid-19, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de créations artistiques en Afrique à partir de la Covid-19. Beaucoup de galeries qui parlaient de l'Afrique, qui parlaient de la résistance corporelle des Africains
Ça, j'ai beaucoup vu qui a été mis en avant en disant que l'Afrique est le continent qui a été le moins touché pendant la Covid, 5 fois moins que l'Occident en termes de décès et des pertes. Et les gens en ont mis en avant. Au Congo, par exemple, il y a des documentaires. Dès que ça me revient, je vous donnerai le lien, où on a mis en avant le fait qu'on était fort physiquement, on avait les anticorps qui étaient solides, afin de bien rebondir pour reconstruire l'avenir de demain, en commençant par l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Et comme j'ose croire, chaque fin remonte à ses débuts. Si l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est aussi en Afrique que tout va se jouer. Merci. Merci beaucoup, donc Monsieur Mbassi. Voilà, je suis très frappé par les réflexions qui viennent d'être faites. Et moi, je commencerai par poser la question, on dit Afrique, avenir du monde, quel monde? À cette question-là, il faut répondre. Parce que le monde qui nous est donné aujourd'hui, c'est le monde de 1948. C'est un monde qui a été donné au lendemain de la guerre. C'est un monde organisé par la guerre. C'est un monde où les rapports de force priment sur tout. Et à la limite, c'est un monde de la guerre de tous contre tous. C'est ce monde-là dans lequel, est-ce que c'est dans ce monde que nous voulons inscrire l'Afrique? Afrique, avenir du monde, c'est ce monde-là? Bon, ça c'est la première question. Il y a un autre monde qui a préexisté à la naissance de la forme actuelle de la démocratie occidentale, qui a été un monde d'organisation sociale verticale incarnée par un roi, ou une autorité qui s'apparente à un roi, et tous les récits anthropologiques vous disent que les formes d'organisation des sociétés ont pour racine l'anthropologie et l'organisation anthropologique. Mettre par rapport à l'organisation dominante dans un partie du monde, le mettre cela comme un modèle anthropologique universel est prétentieux. Et je pense que nous devons, quand nous nous interrogeons sur l'Afrique avenir du monde, et quand nous posons la question, quel monde avoir cette perspective, cette profondeur historique? Parce qu'il y a une troisième proposition, portée aujourd'hui par la Chine et les BRICS, qui dit un monde organisé autour du co-développement et du commerce, entre égaux, chacun se battant pour son intérêt, mais sans la guerre. Alors, les gens peuvent dire, mais c'est séduisant, mais est-ce que dans la vérité, ça va se passer comme ça? Donc, le premier choix de l'Afrique, c'est déjà de définir quel est le périmètre du monde dans lequel elle veut s'inscrire. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'elle a le choix de s'inscrire dans un périmètre du monde? Les événements récents dans le Sahel émettent une double réponse. La première, c'est que ces événements ayant eu lieu, ça veut dire qu'il y a des alternatives possibles. Ça, c'est la première réponse. Donc, il est possible d'imaginer de s'inscrire dans un monde différent de celui dans lequel on a été inscrit jusqu'ici. Je rappelle que le monde dans lequel nous sommes inscrits est un monde essentiellement de rapports de force issus de la guerre de 1939-45. Et c'est ça qu'on appelle communauté internationale. La communauté internationale, c'est ceux qui ont gagné la guerre. Et c'est eux qui ont posé toutes les règles dans lesquelles nous nous sommes inscrits aujourd'hui. Je dis qu'avant ce rapport de force, avant les 200 ans de la suprématie occidentale, il y a eu d'autres manières d'organiser le monde qui ont une profondeur historique beaucoup plus importante. Les 200 ans n'effacent pas cette profondeur historique et elle
tient à la structure anthropologique des sociétés. Et on ne doit en aucun cas, au nom de la narration des 200 ans, condamner 5000 ans de la société chinoise, je ne sais pas combien de milliers d'années de la société indienne, je ne sais pas combien de milliers d'années de la société africaine. On ne doit pas faire des choses comme ça. Et on le fait si allègrement que dans la narration de notre continent, la charte du Mandé, qui a précédé de loin la Déclaration universelle des droits de l'homme, on n'en parle pas. Comme si la charte du Mandé n'avait pas un substrat anthropologique qui organisait les sociétés africaines. Je vais même plus loin. Dans l'histoire africaine ancienne, les territoires ne sont pas pertinents. Ce sont les hommes qui sont pertinents. Lorsqu'il y avait un royaume, c'est-à-dire une affiliation à une suzeraineté, ce sont les hommes qui s'affilient à cette suzeraineté et non pas les territoires. Au point qu'il y avait dans le même territoire des gens relevant de suzerainetés différentes. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver au Bénin avec le royaume d'Ifé, qui a des gens qui sont au Nigeria, des gens qui sont au Bénin, des gens qui sont du royaume d'Ifé, qui ne réclament aucun territoire, qui réclament simplement l'affiliation des hommes à cette suzeraineté. N'est-ce pas aussi un modèle possible? Pourquoi celui-là a été gommé au nom de ce que la conquête des territoires devient le domaine de définition de l'appartenance? Pourquoi? Au nom de quoi? Et on a une troisième possibilité qui nous est offerte, c'est de dire, alors faisons le commerce. C'est la route de la soie. On dit, ah oui, mais les Chinois vont dominer le monde. Mais ils le dominent déjà. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'ils vont dominer le monde, ils le dominent déjà. Le problème, c'est que dans cette domination, pour le moment, ils ne font pas la guerre. L'autre domination a été essentiellement une domination où on fait la guerre. Et quand mon modèle ne sied pas à une anthropologie, je l'impose par la guerre. C'est pour ça qu'on a été colonisé, c'est pour ça qu'on continue à faire des guerres partout, pour imposer une vision du monde que, Dieu merci, on peut commencer à interroger. Et on peut d'autant commencer à l'interroger que cette vision du monde était assise sur des valeurs prétendument universelles. Et on voit bien que ces valeurs universelles sont à géométrie variable. Vérité en deçà, erreur au-delà. Et comme la communication mondiale s'est élargie et que tout le monde voit bien que la narration n'est plus captivée par ceux qui narrent généralement, on voit bien que les gens interrogent ces valeurs universelles. Et cette interrogation, les gens la réduisent à oui, ils interrogent la démocratie. Non, ils interrogent les valeurs dites universelles. Et en appliquant ces valeurs aux propres sociétés dans lesquelles elles doivent justement exceller, on voit bien que la logique derrière laquelle ces valeurs se développent, c'est la mise en précarité des faibles. Dans les sociétés occidentales, la précarisation est la valeur, l'élément d'organisation de la société. Et cette précarisation crée justement un divorce dans la démocratie telle qu'elle est exprimée dans le monde occidental. Alors lorsque j'entends les Africains se demander, mais les coups d'État là, n'est-ce pas une violation de la démocratie? J'ai toujours la question, comme j'ai dit, quel monde? Je vais dire, quelle démocratie? Pour qui? Pourquoi? Ça a donné quoi à ce jour? Je rappelle que même dans le fonctionnement démocratique,
selon les normes de la communauté internationale dérivant de la guerre de 1945, c'est encore les royaumes qui sont les pays les plus démocratiques au monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour ces 3 interventions. Ce que je vous propose, c'est de faire déjà un premier retour sur, puisque l'idée est de faire quand même un dialogue. Et alors, de vos 3 interventions, ce que j'ai retenu, c'est 3 interrogations fondamentales. Une qui concerne cette question qu'on aborde finalement rarement quand on parle de l'Afrique, il y a la question du climat et de son rapport à l'histoire profonde de l'Afrique. Parce que l'ironie tragique, c'est que l'Afrique, c'est à la fois le continent qui probablement a le moins participé aux transformations qu'on vit, et qui est aussi probablement le continent qui va souffrir le plus des transformations qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est une première interrogation fondamentale. La seconde, c'est la question à la fois de la jeunesse et de la démographie, liée à ce dont a parlé Elvis, qui est la question de la culture. Et là aussi, on relie rarement, peut-être automatiquement, jeunesse et culture, bien que, bon, par exemple, en ce moment, je travaille pour un ministère qui s'appelle ministère de la jeunesse et de la culture, et parce qu'en fait, il y a un lien. Et le lien, entre autres, aujourd'hui, ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, il y a tout un ensemble de choses qui sont en train probablement de projeter une future révolution industrielle dans laquelle on va commencer à fabriquer des éléments d'expérience, et non pas des objets de consommation directe, mais des objets d'expérience, ce qui se fait déjà avec les applications téléphoniques, avec l'événementiel culturel, etc. Le débat à la COP28, ça a été la position africaine sur la question des dérèglements climatiques. Vous connaissez tous cette position qui dit l'Afrique produit 4% de réchauffement climatique, des gaz à effet de serre, et subit le plus clair des conséquences des changements climatiques parce qu'elle n'a pas les moyens matériels que les pays développés peuvent réunir en cas de catastrophe naturelle. Quand il y a eu le tsunami qui a atteint une partie des côtes d'Afrique, le Japon, qui était pas très loin de l'endroit où le tsunami a éclaté, parce qu'ils avaient des mécanismes de détection sophistiqués, parce qu'ils avaient les moyens de construire des défenses, ont beaucoup moins subi que la Tanzanie, qui était aux antipodes et qui n'a pas eu les moyens de se protéger. Cela veut dire quoi? Et il y a une deuxième chose qu'on a dite à la COP 28. Si les 3 bassins forestiers qui sont le poumon du monde, qui sont le bassin de l'Amazone, le bassin du Mékong et le bassin du Congo, si ces 3 bassins subissent ce que subit actuellement l'Amazone, instantanément, la température du globe augmente de 3 à 4%. Or, le GIEC nous a averti qu'au-delà de 2 degrés d'augmentation de température, ils ne peuvent plus donner de garantie du tout sur la prévisibilité de quoi que ce soit en matière de climat. En d'autres termes, le bassin du Congo en Afrique, le bassin de l'Amazone en Amérique latine, le bassin du Mékong en Asie, rendent des services systémiques, écosystémiques au monde qui ne sont compensés par personne. Je vous signale qu'il y a un marché carbone qui était supposé être un régulateur de ceux qui polluent par rapport à ceux qui permettent que les pollutions soient, capturées. Ce marché carbone s'échange dans les pays développés à $100 la tonne entre industries des pays développés. Le Gabon a proposé qu'on
rémunère ses services écosystémiques à partir des forêts du Gabon. Proposition 5 $ à la tonne. Évidemment, puisque c'est ceux qui polluent qui fixent le prix. On a demandé à la COP28 qu'on fasse vraiment marcher, qu'il y ait ceux qui polluent et ceux qui séquestrent le carbone. Et que ce soit une négociation. Non. À ce jour, il n'y a pas de négociation. La seule chose qu'on a obtenue à la COP28, c'est la création d'un fonds de pertes et dommages qui pourrait s'apparenter à une possibilité de protéger ceux qui sont les plus exposés, les insulaires, toutes les îles qui vont probablement disparaître si le niveau de la mer augmente, et les personnes qui protègent les forêts, les gardiens de la forêt. Et là, je retombe sur ce que vous avez dit. La tradition africaine était tellement écosystémico-compatible qu'on avait inventé le concept des forêts sacrées qui permet de maintenir un équilibre entre les exigences de l'activité humaine et les exigences de la nature. C'est dans l'ADN des Africains. Les Africains considèrent, en tout cas dans la région d'où je viens du Cameroun, que la forêt est leur garde-manger et leur boîte à pharmacie. Et donc, couper la forêt est dangereux, parce que c'est très mauvais pour l'équilibre de la société. Eh bien, ces notions-là sont en train d'être retrouvées aujourd'hui et sont en train d'être revendues comme des notions nouvelles. Je donne un dernier exemple avant que je laisse la parole. Pendant longtemps, dans une partie de mon pays, l'ouest du Cameroun, le pays Bamileke, les gens cultivaient plusieurs spéculations sur une même parcelle. En bas, l'arachide et le manioc, en dessous les tubercules, l'igname, etc. Au-dessus, le maïs, au-dessus encore le café, au-dessus le café et la banane plantain, au-dessus encore le cacao, au-dessus le palmier à huile et ensuite des arbres. On nous a dit, ah non, non, les rendements sont très mauvais, il faut plutôt faire ça. Spéculation par spéculation. Et aujourd'hui, on nous dit, ah non, non, cette spéculation par spéculation appauvrisse le sol, il faut vraiment faire la permaculture. Mais c'est ce qu'on faisait avant. Vous nous avez dit non. Et maintenant, vous dites qu'il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre façon d'être liés à la nature qui doivent être redécouvertes. Moi, je vois la magie que représente la gestion de l'eau traditionnelle au Maroc. C'est de la magie. Eh bien, il faut vous demander pourquoi aujourd'hui c'est le dessalement de l'eau de mer qui a pris le pas sur la redécouverte de cette magie. Merci beaucoup. Je vais passer. Oui. C'est le business. C'est le business. Et si vous refusez ça, il est possible qu'on fasse la guerre. Alors, pour être juste, il y a aussi une question, c'est que les pratiques traditionnelles, aussi bien agricoles, d'ailleurs, elles existaient aussi au Maroc sur les étages, par exemple dans les oasis, Figuig, etc. Vous avez par exemple le blé, puis des arbustes de tomates, puis les palmiers, par exemple. Et chacun appartenait à un producteur différent, etc. Mais en réalité, peut-être que ça marche pour une population, mais ça ne marche plus quand la population s'est multipliée par 10. Faut quand même être juste, c'est-à-dire tout n'est pas que de la faute du FMI. En fait, je ne parle pas du FMI en général, mais le capitalisme a accompagné autre chose. Il a accompagné l'explosion démographique. Et ça, l'explosion démographique, c'est c'est pas un choix, mais personne ne s'y est opposé. Toute l'humanité a aspiré à un moment à vivre plus longtemps, à avoir moins de mortalité infantile, etc. Et on s'est retrouvé avec des modèles traditionnels qui ne pouvaient pas nourrir cette population. Aujourd'hui, on va y revenir peut-être, mais faut...
Non, ben oui, mais pourquoi on choisit ces cultures? Non, non, ça c'est autre chose. Oui, oui, ça c'est récent. Oui, oui. S'il vous plaît, excusez-moi, c'est encore la narration. Nous avons fait une étude en 1985 qui s'appelle West Africa Long-Term Perspective Studies. Vous pouvez trouver ça à l'OCDE, au Club du Sahel. On nous disait, et le Club du Sahel a été créé pour ça, après la famine qui a eu lieu dans les années 70 dans le Sahel, on nous a dit la pression démographique est telle que nos modèles culturaux ne peuvent pas s'adapter à cette pression démographique. Nous avons démontré que, dans cette étude, vous pouvez la retrouver, nous avons démontré que même au plus fort de la sécheresse qui avait frappé le Sahel, le décalage entre les besoins alimentaires des populations et les réponses des paysans n'a pas dépassé 3 ans. Il n'a pas dépassé 3 ans. Ça veut dire quoi? Et dans un environnement où le plus clair des surfaces culturelles était occupé par des spéculations qu'on ne mange pas. C'était le coton, c'était les arachides, c'était toutes les spéculations qu'on ne mange pas. Dans la plupart des pays, on cultive essentiellement les spéculations qu'on mange. En Afrique, on cultive essentiellement les spéculations qu'on ne mange pas. Et elles ont le bénéfice de toute l'action des États. Ces gens ont fait en sorte que ce soit le coton qui a d'abord les engrais, ce soit l'EVA qui a d'abord les engrais, et pas le manioc, et pas les plantains, et pas le riz, et pas... Voilà. Donc, soyons très, très attentifs au fait que les populations savent s'adapter aux contraintes de leur croissance. Et il faut aussi savoir que la science est à la disposition de tout le monde et pas seulement des capitalistes. Merci beaucoup. C'est vrai, la science est à la disposition de tout le monde. Et c'est vrai que ça me rappelle un livre de Robert Linhart, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle « Le sucre et la faim » sur les exploitations sucrières au nord-est du Brésil. Alors c'est un livre qui date déjà d'il y a une quarantaine d'années, il l'avait fait en 1979, et c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est vrai, alors juste, je passe après la parole à M. Ndoye, il faisait cette remarque ironique, il disait que depuis qu'on a commencé à cultiver le sucre, dans cette région d'une manière industrielle, les gens commençaient à rapetisser, c'est-à-dire tout simplement il y avait moins d'apport calorique, les enfants étaient plus petits, et il y a eu plus d'exode rural parce que les gens avaient plus faim, avaient faim. Parce qu'avant, ils avaient quand même des parcelles où ils cultivaient pour eux, ils mangeaient mieux et ils cultivaient un peu de sucre, mais autre chose. Quand on s'est mis à faire que du sucre, on ne peut pas manger de la betterave sucrière tout le temps, donc ils ont commencé à avoir faim. Il y a des problèmes de manque. Donc, comme je vous ai dit, la taille a commencé à diminuer. Et autre phénomène, l'exode rural s'est multiplié parce qu'ils ne pouvaient plus, ils ont faim, ils vont vers les villes du sud, Sao Paulo, etc. Et c'est un livre très émouvant parce qu'il annonçait ce qui allait se passer ensuite, même d'ailleurs au Maroc, effectivement partout. Donc, mais bon, ceci dit, gardons quand même à l'esprit la dimension démographique, il faudrait qu'on y revienne. Alors je passe la parole à M. Ndoye qui avait parlé aussi de ce contrat naturel et effectivement de cette question, donc toujours sur la question de l'anthropocène, du climat, de ce que... je ne dis pas qu'il y a un modèle africain, mais de ce que vous pensez de l'Afrique et la manière dont on peut combiner gouvernance démocratique, changement climatique et bien-être des populations. Merci beaucoup. Je crois que pour revenir à cette problématique, il faudrait en fait prolonger un peu le propos qui vient d'être tenu tout à l'heure, parce que je vais aller dans le même sens que lui, pour montrer qu'avec les différents rapports du GIEC qui ont été faits ces dernières années, les civilisations contemporaines sont définitivement établies maintenant au seuil d'une grande rupture, je dirais même d'une bifurcation, au sens où
les rapports disent que si les tendances actuelles sont maintenues, dans quelques décennies, nous aurons d'une certaine manière perturbé les conditions naturelles qui ont rendu la vie possible sur Terre. C'est aussi simple que cela. Et c'est ça qui explique les succès de librairie de certains ouvrages, comme ce livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans en France, Comment tout peut s'effondrer, pour montrer en réalité que les sociétés qui s'effondrent et qui disparaissent, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Notre société technicienne est allée tellement loin dans la marchandisation de la nature que nous sommes justement au seuil de cette rupture. Alors, évidemment, on accuse toujours Descartes d'avoir été en fait le philosophe de cette ontologie, de cette conception de la nature qui veut que celle-ci soit totalement extérieure à l'homme et qu'elle peut donc être l'objet de marchandises parce qu'elle est différente de nous. D'ailleurs, le concept même qu'on utilise pour désigner la nature est un concept, tout ce qu'il y a de plus trompeur. C'est le concept d'environnement. Quand on dit environnement, on a en tête quelque chose qui nous environne, quelque chose comme une culture, une clôture plutôt, qui est autour de nous, mais qui est ontologiquement différente de nous parce que nous pouvons la mettre à distance, mais nous pouvons aussi l'exploiter. Or, la nature, c'est nous. Et cette dichotomie entre nature et culture, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui universel, ça a été universalisé, alors que c'est le propre d'une culture particulière qui est la culture occidentale. C'est dans cette culture qu'on a opéré cette césure, cette rupture entre la culture qui renvoie aux créations humaines et la nature qui est en dehors de nous et qui peut justement être exploitée. Ça n'a rien d'universel. D'autres cultures ont inventé d'autres types de rapports avec la nature qui ne sont pas des rapports d'exclusion et d'exploitation, mais des rapports de symbiose, des rapports d'harmonie. Et les cultures africaines, pas seulement africaines, bien entendu, mais toutes les cultures pré-industrielles ont développé ce type de rapport avec la nature et elles sont aujourd'hui porteuses de nouvelles conceptions du monde, de nouvelles ontologies dont nous devrions faire l'apprentissage parce qu'elles nous permettent d'une certaine manière de sortir de cette logique capitaliste qui fait marchandise de tout en fait, y compris de la nature. Or, la nature, c'est encore nous. Nous sommes à la fine pointe de son développement, cette fine pointe qui s'éclot en conscience et qui fait que nous pouvons rétrospectivement retourner notre regard sur elle et cela nous donne l'illusion, fausse évidemment, que nous serions différents. Beaucoup de sociétés ont pensé cela déjà dans les sociétés musulmanes au XIIIe siècle. Jalaluddin Rumi, bien avant Lamarck et Darwin, disait bien en fait que l'âme humaine a d'abord été une âme organique. Ensuite, elle a migré pour devenir une âme végétale, ensuite une âme animale, et aujourd'hui, qu'elle est devenue âme humaine, la pérégrination dans laquelle elle s'est engagée n'est pas encore finie, et elle pourrait devenir autre chose. Donc, bien avant les sciences modernes, les sociétés arabo-musulmanes avaient cette conscience de l'unité de la nature. Unité consiste à dire que l'homme n'y est pas un étranger, elle n'est pas justement comme l'a enseigné une certaine conception des religions abrahamiques, disons projection de Dieu sur terre et qui fait donc que l'homme serait sur terre comme un étranger, sa véritable destination étant justement Dieu. Que l'homme provienne de Dieu ne signifie pas justement qu'il est étranger à la nature. Et les sociétés africaines ont développé des savoirs, des sagesses, des ontologies qui nous permettraient, qui en tout cas devraient nous permettre d'avoir à notre disposition des savoirs qui pourraient nous permettre de prendre soin autrement de la nature que de la considérer simplement comme un réservoir d'énergie à exploiter. Merci beaucoup. Alors je vais passer la parole à Elvis. Juste avant, je me rappelle de quelque chose, alors peut-être vous allez m'aider, c'était un livre, j'arrive plus à trouver les références, sur la fin de la mégafaune. Alors ce qu'on appelle la mégafaune, c'est les grands mammifères. Et vous savez, alors c'est un peu... Parce qu'aujourd'hui, parmi les continents, là où on trouve encore de la mégafaune, c'est l'Afrique. Très peu en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, c'est pour ça les safaris, etc., les éléphants, Et au fait, il donnait une explication, mais qui va à l'encontre des explications culturalistes. Parce que finalement, toutes les cultures humaines,
là où ils pouvaient détruire, ils ont détruit. En Australie, les aborigènes, qui n'ont pas développé d'écriture, qui sont des communautés traditionnelles, etc., ont détruit. Parce que dès l'arrivée de l'homme, il y a 50 000 ans en Australie, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient très différents. Il y a, entre autres des fauves, marsupilamis. Il n'y a plus que les kangourous aujourd'hui, il y avait d'autres choses qui ont été détruites. En Amérique du Nord, les Indiens, bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols, ont déjà beaucoup détruit. Donc l'image qu'on a dans les westerns, des peaux rouges qui sont respectueux de la nature, est très exotique. En fait, c'est un poncif. C'est juste qu'ils n'avaient pas de fusil, mais ils auraient tout détruit. En fait, l'humanité détruit quand elle le peut. Alors pourquoi en Afrique c'est resté? C'est pas parce que les Africains sont plus respectueux, ils sont comme tout le monde. C'est que c'est les animaux qui se sont adaptés à l'évolution humaine. Et il semblerait qu'en Afrique, au fur et à mesure que l'homme se développait, donc les communautés étaient plus engagées dans des plus grandes structures, arrivaient à mieux s'organiser pour chasser, ben finalement les lions, les girafes, les bisons, etc. sont devenus en quelque sorte plus intelligents, ont développé des méthodes. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de paradoxes, mais finalement on peut quand même gagner de résultats aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui en Afrique, c'est le dernier endroit sur Terre où on a cette sorte de coexistence forcée entre notre espèce qui est une espèce destructrice, il ne faut jamais l'oublier, il faut justement, il faut toujours être humble par rapport à nous-mêmes moralement, on n'est pas bon, donc il faut qu'on s'organise pour essayer d'être bon, parce que naturellement, on peut tout détruire, si on peut tout détruire, on va tout le détruire, d'ailleurs c'est le capitalisme qui est en train aujourd'hui de le faire, et des animaux qui par hasard pour eux, pour leur chance, ont échappé à notre destruction. Alors je passe la parole à Elvis pour nous parler de ce que vous pensez donc du climat, du changement climatique et des rapports d'ailleurs à la destruction, la violence qu'il y a dans nos... Parce que votre roman parle aussi finalement de la violence qui est dans le cœur de l'être humain. Et là c'est la violence non pas contre d'autres humains, mais contre la nature. Merci. Pour revenir sur toutes ces interventions qui m'ont enrichi, moi, personnellement, parce que j'ai beaucoup appris, et je vous en remercie d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment dire juste que on doit sauver la planète nous-mêmes si on veut que la planète nous sauve. Personne d'autre va sauver la planète. Moi, j'ai tendance à réfléchir et à me dire, après nous, la nature va renaître. On va partir, la nature restera. Il y aura les arbres qui vont pousser. Rien qu'à voir pendant la Covid, moi, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience pendant le confinement. J'ai vu la nature comme je ne l'ai jamais vue. J'entendais les oiseaux très forts et très proches. Ils étaient libres. J'ai compris que la nature a toujours les dessus sur nous. Alors, pour revenir sur tout ce qui est climatique, même géopolitique, sur l'emplacement de où se positionne l'Afrique plutôt, et la démographie, j'ai juste une parole, c'est qu'on doit respecter la nature si on veut que la nature nous respecte nous-mêmes. Et l'homme, comme vous dites tout à l'heure, l'humain, il détruit. L'humain est là pour détruire. Et en même temps, en plus forte raison, je crois que c'est le seul espèce sur Terre qui n'est pas doté de tout. L'humain ne peut que marcher, il ne peut pas voler, il faut les avions en carbone. L'humain ne peut pas traverser la mer, il faut des bateaux. On construit des choses qui finiront peut-être par nous détruire plus tard. Alors, la génération d'aujourd'hui, dont moi je fais partie, je crois fait partie de la génération qui doit sauver. Parce que M. Mpassi tout à l'heure m'a dit, en confidentiel, il m'a dit que je suis, mathématiquement parlant, il est tout près du cercueil que moi. Et ça, c'est vrai. Parce que ils ont fait ce qu'ils ont à faire, et nous, on fait ce qu'on a à faire. Je crois qu'on doit briser certains liens, reconstruire l'Afrique comme elle est, parce que l'Afrique est belle, l'Afrique a beaucoup de choses à apprendre au monde. Je n'ai qu'à penser à toutes les chansons samplées de Manu Dibango par Michael Jackson, ou encore de Shakira à la Coupe du Monde, ou encore les chansons qu'on utilise dans Le Roi Lion, qui étaient juste des gens qui venaient d'un ghetto de l'Afrique du Sud, mais parce qu'on ne les connaît pas, ça prend beaucoup plus de pouvoir à l'étranger que chez nous. La musique est un soft power. Il faut parler même du style, de fashion, tout ce qui est défilé de mode au Sénégal, maison M19, tout ce que Picasso a copié dans l'art pour être un avant-gardiste. Bah, au final, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on faisait déjà depuis longtemps. On n'était juste pas au devant de la scène. Alors, on reprend tout ce qui nous revient de droit, on respecte la nature et l'Afrique gagne, c'est tout. Alors, je vais peut-être changer les règles du jeu, parce que je voulais encore faire un tour sur la démocratie, sur les formes de démocratie, mais je pense que je vais passer la parole à la salle.
Et du coup, de toute manière, on reviendra à toutes ces questions. Donc la parole est à vous. Je crois qu'il y a une demoiselle qui va... Donc, bonjour. Et donc, en tant qu'Européen et occidental, j'ai envie de repliquer avec cette phrase, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement les Africains qui doivent divorcer de l'Occident, occidentaux aussi. Et avec ça, je veux dire, voilà, que et ça m'intéresse évidemment d'avoir le point de vue justement d'auteurs africains sur ce qui se passe, sur l'Occident, sur l'héritage que nous on a, parce que il est évident que, moi je dirais, depuis le 19e siècle, il y a juste pour donner une date, il y a une lutte qui se fait à l'intérieur de la culture occidentale. Et évidemment, cette lutte, elle est encore plus forte aujourd'hui, où on voit tous les limites d'un certain paradigme que l'Occident a imposé à soi-même et à tous les autres, évidemment avec tous les intérêts qu'il a eu à l'imposer aux autres. De ce point de vue, ça m'intéresse de comprendre comment vous voyez cette chose. Est-ce que vous voyez comment dire, conflit qui est à l'intérieur de l'Occident, et est-ce que ça vous intéresse, ou en quelque sorte, parce que évidemment moi je vois un danger qui est celui que je vois très bien chez la culture occidentale quand elle parle par exemple de l'islam comme une entité monolithique, comme si il y avait cette histoire de choc culturel, et comme si les cultures essaient cette espèce de blocs uniformes qui n'ont jamais été. Et donc ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est de voir comme à l'intérieur de toutes les cultures, il y a des conflits intérieurs. Et évidemment, je comprends très bien, voilà, c'est ça. Il y a deux échelles. Il y a deux échelles où cette question du divorce vis-à-vis de l'Occident pourrait se poser. Et la première échelle, c'est au niveau géopolitique, où il y a la question de la multipolarité. Et là, c'est évident que voilà, que le divorce ne peut être que très conflictuel et très violent. Et il y a une autre échelle qui est celle du combat démocratique local, que chaque peuple fait vis-à-vis de ses dirigeants, ou vis-à-vis des certaines formes de domination qui sont propres à sa société. Et là, je me dis, il y a peut-être comme il y a des failles qui séparent, il y a là des terrains et des tissus d'alliances à reconstruire. Dans le sens que la lutte contre cette précarité, vous avez utilisé une expression très forte que je vais retrouver, c'est en quelque sorte la précarisation des faibles, vraiment une organisation pour rendre les faibles plus précaires et même les combattre. C'est ce qui est en train de passer aujourd'hui en Occident avec la montée de l'extrême droite. C'est vraiment une guerre aux pauvres. Voilà, donc c'est cette question qui m'intéresse. Et je termine juste avec une dernière chose.
Je pense à un philosophe comme Castoriadis, un philosophe grec francophone, qui disait, attention, dans l'histoire occidentale, il y a deux choses qui ont coexisté. La maîtrise illimitée de la nature, qui a produit le capitalisme et tout ce qu'on connaît des dégâts que le capitalisme a créé, et la démocratie. Ces deux choses ont vécu ensemble sous le chapeau de l'Occident, mais c'est pas du tout la même chose. Et surtout, moi j'ai envie de dire, la démocratie, c'est un projet, n'a jamais été réalisé complètement nulle part, même pas en Occident. C'est un projet, et de ce point de vue, je pense que c'est un projet qui peut traverser toutes les cultures. Alors, peut-être on prend Madame, donc d'autres remarques, puis on refait. Là, merci, monsieur. Juste pour dire rapidement, je rejoins ce que disait monsieur. Ce sont les deux échelles importantes à la fois géopolitique internationale, mais aussi ce combat de la démocratie. Parce que ce que disait tout à l'heure notre ami philosophe, et puis je voudrais juste entre parenthèses saluer tous les amis philosophes sénégalais, notamment pour les ateliers de la pensée, qui chaque 2 ans, vous organisez vraiment pendant une semaine les ateliers de la pensée, vraiment un exercice formidable, justement dans le sens de ce combat démocratique. Parce que quand je vous entendais tout à l'heure, la culture du consensus, c'est bon. Quand je vous entendais dire le rapport que nous avons avec la nature, mais je voudrais juste vous rappeler, puisqu'on a parlé du Sahel, que le combat le plus terrible qui se passe en ce moment, c'est entre les sédentaires et les agriculteurs. Au Sahel, par exemple, les Peuls, les tribus, c'est quelque chose de féroce. Les combats ce sont des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de morts qui se passent dans cette région et qui, justement, c'est ce combat de la nature. Donc, peut-être que, bon, il y a aussi un très, très grand combat à mener à ce niveau pour cette culture, de cette démocratie. Et peut-être, moi, j'aimerais bien un petit peu titiller M. Jean-Pierre Mbassi, quand il parlait tout à l'heure sa conclusion, quand il disait que à la fin, donc, par rapport à cette démocratie, vous êtes rendu compte que c'était les royaumes qui étaient démocratiques? C'était votre conclusion, M. Mbassi. Là, je me suis réveillée. Alors, on prend peut-être une troisième. C'était le monsieur derrière. Une troisième. Merci. Merci. Je voudrais remercier les intervenants. Je voudrais remercier Elvis. Oui, après le confinement, il y a eu des papillons, il y a eu des oiseaux. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un continent très peu peuplé, avec de grands espaces. C'est ce qui permet qu'il y ait encore de la faune. Mais demain, quand la population sera beaucoup plus importante, il n'y aura probablement pas autant d'animaux et probablement que nous serions dans la même situation que d'autres continents. Sinon, pire. Je voudrais faire une réflexion à propos de l'intervention du philosophe Mouloy. L'Afrique est constituée d'un certain nombre d'entités, pour ne pas parler de pays ou d'États, un certain nombre d'entités qui sont différentes les unes des autres, en particulier en ce qui concerne la démographie. Nous avons un certain nombre de pays dont la démographie, dont les taux de natalité aujourd'hui sont des taux de natalité qui sont même en dessous du taux de renouvellement de la population. Alors que d'autres sont des pays très natalistes. Je pense par exemple au Niger, avec des taux de natalité très élevés. Mais il n'y a pas uniquement cela. Ce qui, à mon sens, est encore inquiétant. Et effectivement, vous avez dit, et vous avez raison, que dans 2050, la population africaine va avoir un grand nombre de jeunes. La proportion des jeunes va être très très élevée, aux environs de 70%. Je suis du même avis que vous. Et vous avez dit que l'Afrique ne pourra évoluer que si nous parvenons à assurer l'éducation pour tous. Or, malheureusement,
ce qui se passe dans un pays comme le Niger, mais pas que le Niger, dans un très grand nombre de pays, c'est que l'entrée en conjugalité, par rapport aux femmes, l'entrée en conjugalité, c'est pour rester très large, pas uniquement le mariage, mais également le concubinage. Il se fait très précocement. Au Niger, plus de 60% des femmes entrent en conjugalité avant l'âge de 18 ans. Et une proportion entre le quart et le tiers rentre avant l'âge de 15 ans. Et puis, nous avons un certain nombre de grossesses précoces, sans relation conjugale. C'est-à-dire que ce sont des relations éphémères. Et ça donne des grossesses. Toutes ces filles-là ne pourront pas terminer une scolarité, ne pourront pas demain parvenir à assurer leur formation pour pouvoir être des femmes utiles pour la collectivité. Et à mon sens, c'est une problématique à laquelle il faudrait peut-être penser. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à nos différents intervenants. Donc, pour essayer de cibler, on va parler de cette question du divorce au sens large et au double sens, un divorce géopolitique au niveau des États. Est-ce qu'il y a à parler aussi de divorce au niveau à l'échelle notaire par de la démocratie pour avoir plus d'autonomie? Donc les réponses de nos trois intervenants, M. Mbassi, qui par la même occasion nous parlera de démocratie et de monarchie. Et de cette question, d'ailleurs moi aussi je voulais y répondre sur laquelle, parce que vous avez parlé finalement de sorte de démocratie pastorale plutôt que territoriale. Vous avez dit qu'avant justement les gens s'identifiaient non pas à un territoire, mais à une forme de suzeraineté. Donc il y a tout un ensemble de choses peut-être, mais bon malheureusement on ne pourra pas parler de tout. Non, je pense que ça va être long et difficile de développer ce que j'ai dit. Mais non, je commence par répondre à la question sur... Moi, j'essaie de faire autant que possible une lecture géopolitique et politique des situations. Donc je m'en tiens aux faits. Regardez dans le monde, la plupart de ce que les Occidentaux classent comme régime démocratique, c'est-à-dire avec des élections, avec ceci, avec cela, se passe dans les royaumes. Tous les pays nordiques sont des royaumes. L'Angleterre est un royaume. Le Japon, la Thaïlande sont des royaumes. À la limite, le Canada relève de l'Empire britannique. Le roi du Canada, le roi de la reine ou le roi d'Angleterre est le suzerain du Canada. Australie, Nouvelle-Zélande, pareil. Donc, mathématiquement, arithmétiquement, dans le monde occidental, les plus grandes démocraties sont des royaumes, c'est ce que je voulais dire. Et dans ces royaumes, le jeu démocratique à l'occidental joue. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas... Le jeu démocratique se joue au Maroc. Mais ce Maroc est un royaume. Le jeu démocratique se joue en Angleterre. Mais l'Angleterre est un royaume. Le jeu démocratique se joue en Suède. Mais la Suède est un royaume. Ce que je voulais dire, c'est un fait. Ce n'est pas une pétition de principe, c'est un fait. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, s'agissant de ce que vous avez soulevé comme problème, qui est, au fond, cette césure entre les précarisés des sociétés dites développées et une possible alliance avec les précarisés de l'autre côté, qui ont aussi les exploiteurs de l'autre côté. Il ne faut pas croire que les capitalistes ou les mondes qui précarisent les pauvres dans l'Occident n'a pas d'équivalent
dans les pays africains. On a nos précarisateurs. Il faut se souvenir de ce qu'a dit Castoriadis, justement, qui disait que le drame de l'Occident et le drame des sociétés précarisées en Occident, c'est qu'on les a installés dans l'aristocratie ouvrière. C'est quoi l'aristocratie ouvrière? C'est profiter de la division internationale du travail pour avoir les rentes de cette division internationale du travail versées sur les précarisés du monde occidental, ce qui fait que ces précarisés ont l'impression que le système fonctionne pour eux jusqu'à temps qu'un jour, ceux qui sont précarisés loin de là où ils vivent, se révoltent et qu'on découvre tout d'un coup que ce que j'avais gratuitement, et ça va venir bientôt aux États-Unis, ce que j'avais gratuitement, parce que j'exploitais les travailleurs chinois ou les travailleurs indiens, je ne l'ai plus gratuitement. C'est ce qui se passe actuellement en Occident. Mais le fait que la transformation politique du message est perdue de son essence parce que les partis politiques ont été totalement discrédités. Fait qu'on ne peut pas reprendre les luttes dites syndicales en lutte politique. Ce qui fait que la précarisation est vécue. Elle se fait, la révolte contre la précarisation se fait dans les formes de mouvements, mais plus dans les formes de lutte politique à proprement parler. Et c'est ça la limite de l'alliance possible qu'on peut faire. La question anthropologique est vraiment essentielle. S'il y a une discipline qu'on ne sait pas respecter sur ce continent, c'est bien cette discipline-là. Et les philosophes, vous devez nous aider à faire comprendre que la philosophie, c'est une chose. L'anthropologie complète la philosophie et nous donne l'essence de nos réactions par rapport à l'organisation sociale et politique. Et quand on connaît cette essence, à ce moment-là, il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent. Vous avez parlé de la nature de la famille au Niger. Bon, d'abord, on a une réponse pour ça. La surpopulation d'un système écologique est toujours compensée par la migration. Il n'y a que dans le monde d'aujourd'hui qu'on criminalise la migration, alors que la migration est un ajustement, est un variable d'ajustement par rapport à l'écologie. Donc, déjà, quand on dit il y a trop de filles qui donnent trop d'enfants au Niger, le Niger est vide. Première chose. Le Niger est un pays vide. C'est un pays vide. Donc, le seul problème, c'est là où les politiques entrent en jeu, organiser l'occupation de l'espace, l'aménagement du territoire, en partant des besoins des gens et en se fiant à ce qu'ils connaissent leurs intérêts plus que nous. Nous avons fait, avec les indépendances, une promesse qu'avaient faite les colons. Nous venons vous moderniser. Nous venons changer votre vie. Et les États indépendants ont tenu exactement le même discours. Nous venons changer votre vie. C'est-à-dire que le développement vous sera donné. On ne développe pas les gens se développent. Merci. Alors justement, je voulais compléter sur cette question de la démographie. Au fait, on a une impression d'une exception démographique africaine et plus particulièrement subsaharienne. Vous savez, quand vous voyez sur 2 siècles depuis qu'il y a l'explosion démographique, au 19e siècle, déjà au milieu du 19e siècle, les Français étaient obsédés par la démographie allemande. Parce qu'effectivement, c'était les premiers à avoir dépassé le stade et s'être stabilisés. Ils disaient les Allemands, il y en a partout, et en plus ils font la guerre, etc. La même époque, les Allemands étaient obsédés par la démographie slave, et entre autres les Polonais, parce qu'il y avait des paysans polonais qui venaient sur la Prusse, etc. Et donc il y avait cette question. Tout le monde était obsédé par la démographie asiatique. À la fin, juste avant la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait le péril jaune, ils allaient nous envahir. Et moi-même, je suis suffisamment vieux pour me rappeler encore qu'il y avait cette idée qu'ils sont très nombreux, les Chinois très nombreux, etc. Et puis à un moment, alors qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de Chinois chaque année,
Et puis, petit à petit, c'est passé à l'Amérique du Sud, le tiers-monde sont très nombreux. Puis ça s'est calmé, c'est devenu l'Inde. Et puis, bien sûr, il y a 20 ans, c'est devenu le monde musulman. Alors, les musulmans, ils sont partout, ils vont être nombreux, il y a tout ça. Au fait, aujourd'hui, la zone MENA, le monde musulman, est en train de faire moins. Les Iraniens font moins d'enfants que les Américaines. C'est pour dire, même le pays le plus lax, aujourd'hui, le monde musulman ne fait plus d'enfants, au sens où ils se multiplient. Sauf quelques points qu'on connaît, qui sont des pays tout simplement très sous-développés et en crise. Afghanistan, Yémen, Irak, même pas Palestine. En Palestine, aujourd'hui, les Israéliens, les Juifs orthodoxes, ont plus d'enfants. Donc aujourd'hui, toutes ces obsessions, vous savez, par vague, par domino, maintenant les derniers, si vous voulez, dans la liste, les Africains font beaucoup d'enfants, mais en réalité, c'est les mêmes mécanismes, et d'ailleurs les mêmes mécanismes qui préviennent, mais vous avez raison de souligner l'importance des femmes et de la scolarité. J'ajouterai un troisième élément qui est déterminant dans la baisse de la fécondité, c'est l'urbanisation. Et ça, c'est observé partout. Et d'ailleurs, même en Afrique, aujourd'hui, il y a des études, quand ils zooment, par exemple, dans les villes africaines, par exemple, une étude, à Nairobi, les femmes font en moyenne 2 enfants. C'est-à-dire, au fait, ben voilà, comme des Françaises. Mais Nairobi n'est pas tout le Kenya. Et en réalité, dans les pays aujourd'hui qui font le plus d'enfants, par exemple le Niger, c'est aussi les pays qui sont les moins urbanisés. Ou le Burundi, ou vous prenez les pays africains qui sont en tête de liste, ou là où il y a le plus d'enfants, c'est là où il y a le plus de paysans. Et vous savez, à la campagne, c'est un truc classique. Partout, plus vous avez d'enfants, mieux c'est. À la ville, plus vous avez d'enfants, plus c'est un problème, parce que c'est une économie monétaire. Quand ils ont faim, il faut aller chez l'épicier. À la campagne, quand les enfants ont faim, ben, il y a toujours quelque chose. Et puis ils travaillent, etc. Bon, donc ça c'est pour tourner la page de cette question. Je voulais juste, parce que madame s'est réveillée quand il a parlé de démocratie et monarchie, juste dire, non, c'est en plaisantant, mais pour rebondir sur la question du divorce, je crois qu'il y a un divorce conceptuel à faire. C'est qu'au fait, c'est une obsession française, et que française, de faire le lien entre démocratie et couper la tête à quelqu'un. Voilà. C'est très bien, alors, mais les Russes ont gagné, ils avaient Nicolas II, maintenant ils ont Poutine, et 70 millions de morts entre les deux. Les Turcs ont gagné, ils avaient un empire ottoman réformateur, fragile, maintenant ils ont Erdogan et Atatürk entre les deux et plein de génocides. Les Chinois, ils ont Xi Jinping. Voilà, eux, ils sont en vrai. Les Marocains, on a cette chance, moi je considère que c'est une chance. Les Anglais, effectivement, comme a dit monsieur, moi je suis de plus en plus convaincu, et je le dis sans problème, effectivement, probablement que les monarchies sont les mieux porteurs d'une forme de démocratie qui puisse préserver une sorte, comment dire, d'équilibre anthropologique, voilà, pour le dire comme ça. Parce que sinon, le Japon, d'ailleurs vous aurez pu parler du Japon, d'ailleurs le Japon, la période dictatoriale du Japon était la période où l'empereur avait été complètement mis de côté. C'est-à-dire quand MacArthur revient et met la constitution, il ramène l'ancien empereur au sens traditionnel. Donc non seulement la démocratie et la monarchie ne sont pas incompatibles, il est même possible qu'il soit très difficile de mettre une démocratie sans qu'il y ait un habillage symbolique autour. Sinon, ça s'appelle la démocratie de gangsters, en fait. C'est tout simplement les Mamelouks d'Égypte. Oui, il faut lui trouver un nom, Orban ou des choses comme ça. Parce que, pourquoi vous voulez choisir quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il est mieux que vous, parce qu'il est plus fort. Ben, s'il est plus fort, vous allez vous muscler, puis vous allez le dégommer. Enfin, l'humanité fonctionne. Sauf si à côté, vous mettez de côté une sorte d'appareillage symbolique un peu complexe, qui tient à l'héritage, qui tient à la grâce divine, qui tient à quelque chose. On trouve une fiction. Il faut une fiction. Donc Castoriadis, il faut une fiction, un imaginaire qui organise la société. Bon, donc, mais bon, ça ne veut pas dire maintenant que les républiques sont mal parties. Un jour, les républiques aussi deviendront démocratiques, je suis sûr, mais bon, pour le moment. Voilà, je donne la parole à M. Ndoye pour nous parler de ces questions de divorce occidental et de démographie. Je dirais qu'il y a tout de même l'exception sénégalaise qui est intégralement populaire et qui ne supporte pas d'avoir en fait un roi. C'est une exception sénégalaise. Voilà. Juste pour dire, toutes les démocraties ne sont pas des monarchies. Non, voilà. ça c'était pour poser le paradoxe. C'est vrai qu'il y a un paradoxe sénégalais qui est très... Vous avez raison. Alors, puisque vous avez répondu à la question sur le Niger, justement, l'urbanisation est une solution à tout ça. Ce n'est pas que les enfants coûtent cher, mais il n'y a pas d'espace aussi pour les élever. Les gens vivent en appartement et non pas dans une concession
très large où les enfants peuvent gambader du matin au soir sans atteindre la clôture. C'est différent en ville, c'est une nouvelle sociologie et donc elle s'impose et impose un type de vie que l'on ne peut pas retrouver dans les campagnes. Maintenant, pour revenir à ce que disait Madame tout à l'heure à propos des conflits au Sahel entre éleveurs, nomades et cultivateurs sédentaires, c'est vrai que c'est des conflits qui sont récurrents sur toute la bande sahélienne jusqu'au lac Tchad. Mais si vous regardez bien les choses, comment elles se passent, vous voyez tout de suite qu'en arrière-plan, il y a la question de la crise écologique. Ce n'est pas un hasard si le lac Tchad, les conflits qui se sont déroulés dans ces régions ont commencé autour du lac Tchad et que ce lac a perdu 90% de sa surface en 50 ans. Ça veut dire donc que des gens qui vivaient séparés et qui pouvaient vivre en fait de ce lac sont de plus en plus en contact pour se partager en fait des ressources qui deviennent de plus en plus rares. Et c'est ce terreau qui est devenu extrêmement fertile pour le djihadisme. En fait, les gens ne se battent pas pour des religions, mais c'est une sociologie rurale qui est là, qu'il faut connaître pour comprendre véritablement quels sont les enjeux de ce conflit sur toute cette bande sahélienne. C'est la sécheresse, en fait, qui est la véritable cause, parce que ça produit de la pauvreté dans des pays où les États n'ont pas les moyens d'être présents partout. Et donc, la conséquence, justement, c'est que quand cet islam très riche, parce que c'est l'islam des pétrodollars qataris qui vient, en fait, s'agréger dans ce conflit, eh bien, ça donne l'explosion que nous avons. Mais en arrière-plan, c'est toujours une dégradation du milieu naturel qui produit ces conflits. Maintenant, pour ce qui est du divorce avec l'Occident, moi, j'évite très souvent d'utiliser ces concepts essentialisants comme l'Occident. Il n'y a rien de tel que l'Occident. L'Occident n'existe pas, en fait. C'est une entité géopolitique, on croit avoir affaire à une entité géopolitique homogène, alors que si on regarde les choses de plus près, il n'y a que des différences. Le simple fait qu'on puisse dire que le Japon fait partie de l'Occident d'un point de vue géopolitique pose déjà un problème. Et donc, derrière ce qui essaie de se formuler de façon implicite à travers ce divorce, c'est pour moi quelque chose d'autre. C'est un divorce avec un système qui opprime aussi bien les peuples européens que les peuples africains. C'est le système capitaliste mondial qui est arrivé aujourd'hui à bout de souffle parce qu'il est en train de s'affronter aux limites même de la nature. L'idée que le capitalisme ne peut plus survivre s'il ne change pas, justement, c'est aujourd'hui une idée qui est devenue d'une extrême banalité. Et ce système ne peut vivre, ne peut se nourrir que de l'exploitation des peuples. Or, ils ont réussi à dresser les peuples les uns contre les autres. Ça, c'est une vieille méthode du capitalisme qui a fait que les classes populaires en Europe n'ont jamais été véritablement en solidarité avec les peuples européens en lutte contre le colonialisme. En France, il y a eu cet épisode de l'étoile nord-africaine. Pendant la guerre d'Algérie, des Algériens qui vivaient en Europe, des ouvriers et tout, et qui étaient membres du Parti communiste, et qui se sont rendus compte en réalité que la gauche française était pour la guerre d'Algérie. Ils n'ont jamais véritablement condamné la guerre parce que justement, ils ont été bluffés par cette idéologie nationaliste qui a voulu que les colonies fassent partie de la grandeur de la France et n'ayant pas pu rompre avec ce discours colonialiste en réalité, ils n'ont pas pu avoir cette culture de la solidarité internationaliste qui aurait voulu que les classes populaires opprimées, quelle que soit leur nationalité, puissent être en contact et lutter ensemble. Et c'est ça qui explique justement qu'on n'a pas pu véritablement avoir cet internationalisme-là qui a été chanté au XIXe siècle par les grands théoriciens du socialisme. Et donc, aujourd'hui encore, nous en vivons les conséquences. Et quand on parle donc de l'Occident, ce n'est pas l'Occident des peuples, mais c'est plutôt un système économique qui n'est ni d'Occident ni d'Orient, même s'il a pris naissance en Occident, mais qui a aussi ses ramifications chez nous, avec des satrapes locaux qui font en sorte que ce système continue à perdurer et à exploiter les peuples tout simplement. Merci beaucoup. Elvis, vous voulez dire quelque chose sur ces questions de gouvernance, de démocratie
démographie des jeunesses, justement, ça va peut-être faire le contre-pied de la question qui est actuellement, parce que je viens d'y penser maintenant. C'est vrai qu'on voit l'Afrique plutôt dans les années à venir, avec une jeunesse qui sera bien présente et que tout va bien se passer si on est bien sur place. Mais j'aimerais quand même soulever une question qu'on pourrait bien partager tous ici, c'est la question de si on parle bien de taux beaucoup de taux de naissance au Niger par exemple, au Niger et que la scolarité il sera un peu bafouée pour les enfants de 15 ans à 18 ans. Moi, je viens de penser à une question qui est celle de taux de mortalité en Afrique qui est quand même assez présente aussi, qu'on n'en parle pas du tout. C'est vrai qu'on est plutôt optimiste à ce qui viendra, mais ça évolue et avec ça, il y a aussi le taux d'espérance de vie qui va ensemble. Ça évolue et j'aimerais s'il y a quelqu'un qui pourrait dire un mot, ça va toujours nous garder un espoir et pourquoi pas, quoi. Ce serait intéressant.